On s'était arrêté à l'exercice 14 la dernière fois. On avait commencé, on avait traité, alors je vous rappelle déjà l'exercice, soit deux plans infinis parallèles séparés par une distance petit a et chargés en surface avec des densités respectives de sigma et sigma. On prend sigma négatif. Déterminer le champ électrique E de Z dans les régions A, B et C. Représenter le graphe de E de Z, la mesure algébrique du champ électrique. Et calculer le potentiel, en déduire le potentiel V de Z dans les trois régions et représenter le graphe V de Z, sachant que le potentiel est nul à Z égale 0. Voilà. Alors, voilà où est-ce qu'on était arrivé la dernière fois. On avait, je reviens très rapidement sur le début de notre exercice. Donc, on avait dit que pour calculer le champ produit par deux plans, eh bien, puisqu'on sait le faire pour un plan, eh bien, on va appliquer le principe de superposition, c'est-à-dire qu'on fait comme si chacun des plans était seul, on calcule le champ qu'il produit, et ensuite, dans chaque région, on va faire la somme des deux champs. Alors, on avait commencé par calculer le champ créé par un seul plan. Alors, dans, dans le cas le plus général, c'est-à-dire en dehors de notre exercice. Et puis après, on reviendra à l'exercice. Donc ça, c'est une étape préliminaire. Alors, je vous rappelle que dans l'application du théorème de Gauss pour calculer les champs électriques, eh bien, on a 5 étapes à dérouler. Donc, la première étape, c'est de trouver la direction du champ. Alors, pour trouver la direction du champ, eh bien, il faut chercher des éléments de symétrie qui nous permettent de deviner la direction du champ. Donc, on avait vu que en prenant un élément de surface ds et qu'on regarde le champ qu'il produit au point M, eh bien, on a un champ attractif. Donc, une partie du champ qu'on est en train de chercher. Donc, chaque petit morceau de surface ds va donner un champ dE. Comme le plan est de dimension infinie, eh bien, pour chaque petit morceau ds, il y aura un symétrique par rapport à cet axe vertical qui passe par le point M, qui sera tel que le champ DE' qu'il produit sera symétrique du champ DE. Et en faisant la somme de tous ces petits champs créés, chacun par un petit morceau de la surface du plan, eh bien, on en arrive à trouver le champ total. C'est-à-dire qu'on va faire la somme vectorielle de tous les DE. Or, les DE, eh bien, ils sont symétriques deux par deux, c'est-à-dire que deux par deux, quand on va les additionner, ils vont avoir leurs composantes horizontales qui seront opposées et leurs composantes verticales qui seront égales, ce qui fait au total, quand je fais la somme de tous les vecteurs des E, eh bien, je trouverai un champ euh, E, le champ total, qui sera vertical puisqu'il sera la somme de toutes les composantes verticales de chaque petit champ des E qui va contribuer au champ total. Donc, à partir de ces éléments de symétrie, eh bien, on a trouvé que le champ avait la direction verticale. Comme le champ est chargé, pardon, excusez-moi, comme le plan est chargé négativement, eh bien, le champ est attractif. Donc, on a le champ qui est vertical et vers le bas au-dessus du plan et vertical et vers le haut si le point M se trouve en dessous du plan. Alors, deuxième étape, il faut choisir une surface de Gauss. Alors, cette surface de Gauss, elle doit absolument passer par le point M où on cherche le champ. Elle doit être une surface fermée, c'est-à-dire une surface qui entoure un volume. Alors, elle doit être telle que le flux soit simple à calculer. Il ne faut pas que ça me demande une, euh, une intégration difficile quand j'aurai à faire la somme de tous les flux élémentaires.
chaque petite surface ds va être traversée par un flux défis égal au produit scalaire EDS, et il ne faut pas que tous les défis, tous les flux élémentaires soient différents les uns des autres, parce que au moment de faire la somme de tout, d'un très très grand nombre de flux élémentaires qui sont tous différents les uns des autres, eh bien ça risquerait de me donner une intégrale très compliquée à calculer. Donc il faut absolument que la surface fermée, elle soit, euh, elle soit conforme à la géométrie de la distribution de charge. Alors ici, ben, on a vu que ce qui se prêtait le mieux pour un plan chargé en surface, la surface de Gauss qui se prête le mieux à ce calcul de flux, eh bien c'est un cylindre qui traverse le plan uniformément chargé. Donc voilà pour la surface de Gauss. Donc on avait délimité les deux bases et puis la surface latérale, donc le contour. Hein. Calcul du flux, eh bien on décompose notre surface en trois parties, donc S1, S2, les deux bases et la surface latérale S3. Et notre flux total, ça sera la somme des trois flux. Donc le flux phi1, les flux phi1 et phi2, bah, ils sont simples à calculer parce que j'ai le champ et le vecteur surface qui sont parallèles. Donc déjà, mon produit scalaire EDS, ce sera le produit des modules de E, module de S1 par le cosinus de l'angle qui est entre les deux. Bon, ici, j'ai le vecteur E qui est, si je prends à travers la surface S1, le vecteur E est vertical vers le bas, le vecteur S1 qui va représenter toute la surface, toute la base. Alors, on a pris une base très petite pour pouvoir considérer que le champ au point M, c'est aussi le champ sur toute la surface S1. Donc, j'ai mes deux vecteurs qui sont de sens opposé, donc l'angle c'est pi, et quand je fais mon calcul du produit scalaire ES1, eh bien ça me donne moins le module de E par S1, qui est la surface de cette base. Alors, on a la même chose sur l'autre base, sur la base S2. Donc, phi 2 va être égal à phi 1 et il sera égal à moins le module de E par S1. Et enfin, sur la surface latérale, eh bien, quel que soit le petit morceau de surface que vous allez prendre sur la surface latérale, son vecteur surface, il va avoir, alors je vous rappelle que le vecteur surface, il a toujours la direction perpendiculaire au plan qu'il représente. On définit, on définit ce vecteur surface qui va représenter une surface, on l'a défini pour un plan. Alors, pour un plan, c'est un vecteur qui est perpendiculaire au plan, de sens arbitraire et de module la surface du plan, du petit plan ou du grand plan, peu importe. Mais quand on a une surface qui n'est pas un plan, eh bien, on essaie de se ramener à cette représentation, c'est-à-dire qu'on va découper notre surface qui est quelconque en petits carrés. Chaque petit carré sera suffisamment petit pour être considéré comme un plan et pour pouvoir être représenté par un vecteur surface qui va être perpendiculaire à ce plan. Donc ici, ce qu'on a fait sur cette surface latérale, alors je vais faire un dessin si je peux. Voilà ma surface latérale. Alors la surface latérale, c'est ce contour-là. Hein. J'ai la base S1, la base S2, mais ce qui m'intéresse ici, c'est tout le contour. Donc, si je veux pouvoir représenter cette surface latérale par ces vecteurs surface, eh bien, je dois la découper en petits carrés. Alors, représenter chacun par son vecteur surface. Alors, si je prends un petit carré ici
Ah ben, je pense qu'on va avoir du mal avec les annotations. La connexion n'est pas très bonne aujourd'hui. Bon, bon, on va réessayer. Alors, vu en perspective, voilà, voilà ce que ça donne, hein. C'est ce que je vois vu de l'extérieur quand je regarde ce cylindre. Donc, pour pouvoir le représenter, pour pouvoir représenter cette surface latérale, je suis obligée de la découper en petits carrés élémentaires. Chaque petit carré est tellement petit que je peux le considérer comme un plan. Donc, voici par exemple l'un des petits carrés. S'il est sur le côté, son vecteur ds va être comme ça. Si j'en prends un ici, son vecteur ds va être comme ça. Maintenant, si j'en prends un à l'avant de l'écran, d'accord? Ce qui est vers vous, hein? Eh bien, le ds, il sera dirigé vers vous, d'accord? Alors, alors, je vais essayer de vous montrer ça. Alors, je remets. Alors, voici, imaginons que ce soit ça, ma surface de Gauss, d'accord? Donc, mon plan, alors mon plan est comme ceci, ma surface de Gauss, j'espère que vous voyez bien, ma surface de Gauss est un cylindre qui traverse, donc j'ai une partie au-dessus et une partie en dessous, d'accord? Alors, je regarde maintenant, ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce que je vais représenter cette surface latérale. Alors, je la découpe en petits carrés. Alors, je vous ai dessiné l'un de ces petits carrés, d'accord? Alors, je vous parlais tout à l'heure du petit carré qui serait à l'avant de l'écran et qui serait en face de vous. Eh bien, son vecteur surface, il va être comment? Ben, ça va être un vecteur qui sera perpendiculaire. Alors, je le tourne. Voici son vecteur surface. S'il est à l'avant, le vecteur surface est dirigé vers vous. S'il est sur le côté, il est dirigé de ce côté-ci, d'accord, à votre droite. S'il est à gauche, votre petit ds, le voici, hein, c'est le petit carré noir. Alors, voici son vecteur ds, etc. D'accord? Donc, quel que soit le petit carré que vous prenez sur votre surface de Gauss, eh bien, ce petit carré, il sera représenté par un vecteur surface qui aura toujours la direction du rayon du cylindre, c'est-à-dire la direction ici, la direction horizontale. Donc, au moment de calculer mon flux élémentaire, alors le champ est toujours vertical. Mes vecteurs ds, quel que soit le petit carré que vous choisissez sur la surface latérale, le vecteur ds a la direction du rayon, donc la direction horizontale, c'est-à-dire que les deux vecteurs E et ds seront toujours perpendiculaires sur tous les petits carrés que vous aurez délimités sur cette surface latérale. Autrement dit, tous les produits scalaires EDS seront nuls et au total, quand vous faites la somme d'un très grand nombre de termes qui sont tous nuls, eh bien, vous trouvez un flux qui est nul.
Euh, conclusion, eh bien, mon flux qui était la somme des trois termes phi1, phi2, phi3, puisque phi3 est nul, eh bien, ça sera uniquement phi1 plus phi2. Donc, 2 fois phi1, puisque phi1 est égal à phi2. Alors, le flux total, c'est donc moins 2 fois le module de E par S1. Alors, ça, c'était pour le calcul du flux. Alors ensuite, quatrième étape de, de la méthode du théorème de Gauss, eh bien, c'est de trouver la charge qui est enfermée à l'intérieur de cette surface de Gauss. Alors, je vous rappelle que le cylindre, il traverse le plan et ce qui l'enferme comme charge à l'intérieur, eh bien, ça va être uniquement la partie du plan qui est traversée par le cylindre. Donc, c'est uniquement ce petit disque que j'ai colorié en rouge ici, d'accord, qui va avoir la même surface que les deux bases S1 et S2. Donc, connaissant la densité de charge portée par le plan, connaissant cette surface qui est égale à S1, qui est égale à S2, eh bien, je connais la charge qui est enfermée à l'intérieur de la surface de Gauss. Voilà, donc la charge intérieure est égale à sigma S1. Et dernière étape, on applique le théorème de Gauss, c'est-à-dire qu'on écrit que le flux, c'est la charge enfermée à l'intérieur de la surface de Gauss, que j'ai appelée charge intérieure, sur epsilon 0. Alors, le flux, eh bien, on va remplacer le flux par l'expression qu'on a trouvée, c'est-à-dire moins 2 fois le module de E1S, c'est ça qu'on a trouvé pour phi. Et la charge intérieure, eh bien, on a trouvé que c'était sigma S1, donc on remplace. Et il nous apparaît tout de suite une expression où, où on a le champ, le module du champ électrique. Eh bien, ça va nous permettre, en simplifiant le S1, de trouver que le module de E, c'est moins sigma sur 2 epsilon 0. Alors, il ne faut pas vous étonner de la présence du signe moins ici. Je vous rappelle que sigma étant négative, ça va nous donner un module qui est bien positif. Il n'y a aucun souci avec ce signe moins. D'accord? Alors, si on veut écrire ça avec, avec le vecteur unitaire k, voilà ce qu'on a trouvé, hein. On a trouvé que le champ au-dessus est comme ça, le champ en dessous est comme ça. Si je mets un axe Z avec un vecteur unitaire K qui donne le sens positif, voici mon vecteur K, eh bien ce champ-là, enfin, dans cette région, je vais écrire que E, c'est moins, alors je vais essayer d'avoir un pointeur plus petit. Voilà. Donc ici, j'écris que E, le vecteur E, eh bien, ça sera moins le module de E. C'est une mesure algébrique négative, hein, moins le module de E par K, d'accord? Le module de E, c'est moins sigma sur 2 epsilon 0, c'est-à-dire que ici, ça sera sigma sur 2 epsilon 0 K. D'accord? Par contre, ici, le champ, il est dans le sens de K. Donc ici, j'écris que E, c'est plus le module de E par le vecteur K. Le module de E, je vous rappelle que c'est moins sigma sur 2 epsilon 0.
Donc, ça sera moins sigma sur 2 epsilon 0 multiplié par le vecteur unitaire K. Voilà donc pourquoi j'ai mis ici plus ou moins sigma sur 2 epsilon 0 K. C'est-à-dire pour les Z positifs, eh bien ça sera plus sigma sur 2 epsilon 0 K. Pour les Z négatifs, moins sigma sur 2 epsilon 0 K. C'est bon? Alors, j'ai dit pour les Z positifs et les Z négatifs, ça veut dire que j'ai décidé que mon origine se trouvait là, hein. Voilà, d'accord? Je vais parler de Z positif et de Z négatif. Voilà, donc on vient de revoir l'étape préliminaire qui nous permet de calculer le champ. Bon, à partir de maintenant qu'on a fait la démonstration pour un plan, c'est un résultat que vous pouvez utiliser dans les exercices, hein. Si vous connaissez la densité de charge sigma avec laquelle est chargé un plan infini, eh bien, vous pouvez affirmer que le champ a pour module sigma sur 2 epsilon 0 ou moins sigma sur 2 epsilon 0 si sigma est négatif. Voilà, donc j'efface ça pour avancer. Et on entre maintenant dans le vif du sujet, on est dans l'exercice 14. Alors, déterminer le champ électrique E de Z dans les 3 régions A, B et C et représenter le graphe de la mesure algébrique de E. Alors, j'ai refait les dessins ici. Je n'ai pas dessiné les plans en perspective avec la surface de Gauss qui est un cylindre. J'ai dessiné juste les coupes du plan avec le plan c'est-à-dire là où l'écran va couper, l'écran de votre ordinateur ou de votre téléphone, coupe le plan qui est horizontal et le cylindre, la surface de Gauss, qui est, elle, verticale. D'accord? Et qui va donc avoir une partie vers l'avant de votre écran et une partie vers l'arrière de l'écran, et pareil pour le plan. Alors, donc on va pouvoir avancer un peu plus vite. Donc, direction des champs, on va suivre les mêmes étapes, hein, c'est toujours les 5 étapes. Direction du champ, choix de la surface de Gauss, flux du champ à travers cette surface de Gauss, charge enfermée à l'intérieur de la surface de Gauss et application du théorème de Gauss, phi égale la charge intérieure sur epsilon 0. Alors ici, direction des champs, on va faire les choses en parallèle, hein. Je fais comme si chacun des plans était seul. Donc, vous voyez, j'ai dessiné le plan du haut en trait plein et le plan du bas en pointillé. Je fais comme s'il n'existait pas. Et dans le dessin de droite, j'ai dessiné le plan du bas en trait plein et le plan du haut en pointillé. Je fais comme si le plan du haut n'existait pas. D'accord? Et puis après, je ferai la somme des deux champs. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai donc la direction du champ, la direction et le sens du champ produit par ce plan de densité de charge de sigma. Eh bien, ça sera un champ qui aura la direction perpendiculaire au plan, donc la direction verticale. Il sera attractif parce que sigma est négatif. Donc, j'aurai au-dessus du plan un champ vers le bas, en dessous du plan un champ vers le haut. D'accord? Ici, la direction du champ, elle est aussi perpendiculaire. Elle sera vers le bas au-dessus du plan et vers le haut en dessous du plan. Jusqu'ici, tout est identique à ce qu'on vient de voir pour un plan tout seul, hein. Alors, ça, c'est pour la direction des champs. Maintenant, les surfaces de Gauss, eh bien, c'est des cylindres d'axe perpendiculaire au plan et de base S. Alors, je répète encore une fois, ce que vous voyez ici, les traits que vous voyez, c'est là où les plans coupent votre écran et
le dessin, le rectangle en pointillé, c'est là où le cylindre coupe votre écran. D'accord? Donc, le cylindre, en réalité, il a une moitié vers l'avant de votre écran et une moitié vers l'arrière de votre écran. Le plan, il est perpendiculaire à l'écran. Il y a une partie qui est à l'avant, une partie qui est à l'arrière. Donc, mes surfaces de Gauss, ce sont des cylindres. Et je vais donc pouvoir calculer les flux. Alors, le flux, on a trouvé que c'était, puisque E1 et S sont de sens opposé, eh bien, quand je calcule le flux, le produit scalaire E1S va me donner moins le module de E1 par le module de S du vecteur S. Alors, donc, le signe moins vient du cosinus pi, pi étant l'angle qu'il y a entre E1 et S. Donc, le flux à travers cette surface, c'est moins 2 fois E1S. Donc, j'applique ce qu'on vient de voir. Hein. Et pour le deuxième plan, eh bien, pareil, le champ, je vais l'appeler E2. Il va certainement être 2 fois plus petit que E1 parce que la charge est 2 fois plus petite qu'ici. D'accord? C'est pour ça que j'ai dessiné E2 plus petit que E1 en module. Et le flux, c'est moins 2 fois E2S. S étant la base, hein, la base de mon cylindre. Alors, calcul des charges intérieures. Eh bien, les charges intérieures, c'est uniquement le petit disque qui est intercepté par le cylindre qui coupe le plan. D'accord? Je vous rappelle que le plan est horizontal, le cylindre est à un axe vertical et il traverse le plan. Et quand il traverse le plan, eh bien, la partie de la charge qui est enfermée dans le cylindre, c'est uniquement le petit disque de, de même taille que les bases qui va être, c'est la charge portée par ce petit disque qui va être la charge intérieure à la surface de Gauss. Donc ici, j'aurai 2 sigma S, ici sigma S, puisque la densité de charge, c'est sigma. Et enfin, dernière étape, j'applique le théorème de Gauss, c'est-à-dire que j'écris que le flux pour chacun des champs, le flux est égal à la charge enfermée dans la surface de Gauss sur epsilon 0. Donc, pour les flux, j'avais trouvé moins 2 fois E1S. Pour la charge, j'avais 2 fois sigma S, donc je remplace. Et ça me donne E1 égale à moins sigma sur epsilon 0. Et de ce côté, eh bien, le flux, c'était moins 2 fois E2S. Et la charge intérieure à la surface de Gauss, c'était sigma S. Donc, ça me donne E2 égale à moins sigma sur 2 epsilon 0. Voilà. Est-ce que vous suivez? C'est bon? J'attends une réaction de votre part. Est-ce que tout va bien? Vous suivez ou pas? Là, on vient juste d'appliquer ce qu'on a vu dans la première question. D'accord. Donc, très bien. Merci. Alors maintenant, eh ben, j'applique le principe. D'accord, merci. J'applique le théorème, le principe de superposition, c'est-à-dire que je vais faire la somme dans chaque région des deux champs. Alors, je reproduis ici. Alors, on a trouvé que le champ ne dépendait pas de la distance. Hein. On a trouvé qu'il était euh, vertical et vers le bas au-dessus du plan et vertical et vers le haut en dessous du plan. Donc, les régions A, B et C sont telles que A, ici, j'ai oublié d'écrire le nom des régions. Ici, j'ai la région A, là, c'est la région B et là, c'est la région C. D'accord? Donc, je sais que le champ E1 est vers le bas au-dessus et vers le haut en dessous. Or, les régions B et C sont
en dessous du plan. Donc, je dessine le champ E1 dans les trois régions. Donc, il est vers le bas dans la région A, vers le haut dans tout ce qui est en dessous du plan, c'est-à-dire la région B et la région C. Maintenant, je fais comme si ce plan n'existait pas et je regarde euh, le champ produit par le plan du bas. Le plan du bas, on a trouvé que le champ était vers le bas au-dessus du plan, c'est-à-dire dans les régions A et B, et il était vers le haut en dessous du plan, donc dans la région C. C'est bon? Alors maintenant, eh ben, j'additionne. Je tiens compte des deux plans à la fois. Donc, j'ai dans la région A, j'ai un champ E1 vers le bas, un champ E2 vers le bas aussi. Donc, le champ total, ce sera un champ qui sera vers le bas et il aura pour module la somme des modules de E1 et de E2. Alors, dans la région B, qu'est-ce que j'ai? Ben, j'ai un champ E1 qui est vers le haut, un champ E2 qui est vers le bas. La somme de ces deux champs va me donner un champ qui sera vers le haut, c'est celui-là qui va l'emporter, mais il aura pour module la différence des modules, c'est-à-dire que le champ total, il aura pour module le module de E1 moins le module de E2. Et dans la région C, eh ben, j'ai les deux champs qui sont tous les deux vers le haut. Donc, la somme de ces deux vecteurs sera un vecteur vers le haut. C'est bon? Alors maintenant, on va écrire les expressions du module de E1, du module de E2. Alors, notez bien que ici, c'est la somme des modules. Le module de E, c'est la somme des modules. Le module de E ici, c'est la différence des modules. Et ici, le module de E, c'est la somme des modules. Alors, on va à la suite. Voilà. Alors, euh, mon champ E, alors j'ai juste oublié de faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire écrire ça avec, en utilisant le vecteur unitaire K. D'accord? Donc, ce qu'on voit ici, le champ total qui est vers le bas, ça veut dire, que ici, ce champ E, eh bien, il est égal, non, j'écris ça de l'autre côté, il est égal à moins le module de E oui, par le vecteur K. D'accord? Celui-ci, eh bien, ça sera le module de E, puisque c'est dans le sens positif. Donc, ça sera le module de E multiplié par le vecteur K. Et ici, pareil, ce vecteur E, eh bien, ça sera le produit de son module par le vecteur unitaire K. D'accord? Celui-ci est dans le sens négatif, donc sa mesure algébrique est négative. Donc, j'écris que le vecteur E, c'est moins le module de E par K. Ici, E, c'est, puisqu'il est dans le sens positif, il est dans le même sens que le vecteur K, donc ça sera plus module de EK, et ici, pareil. Voilà. Donc, je retourne à la page suivante. Donc, j'ai E qui est égal à moins le module de EK dans la région A. Dans la région B et dans la région C, j'ai E qui est égal à plus le module de E multiplié par le vecteur unitaire K. Alors, je vous rappelle ce qu'on avait trouvé, que en haut, le module de E, c'était la somme des modules. Alors, la somme des modules, module de E1, c'était moins sigma sur epsilon 0. Et module de E2, c'était moins sigma sur 2 epsilon 0.
Donc, le module de E, c'est moins 3 sigma sur 2 epsilon 0. C'est bon? Je, je vais le réécrire pour que vous ayez ça sous les yeux. Voilà, le module donc dans la région A, le module de E, c'est alors le module de E1, c'est-à-dire moins sigma sur epsilon 0, plus le module de E2, c'est moins sigma sur 2 epsilon 0. C'est bon? Alors, ça me donne bien moins 3,5 de sigma sur epsilon 0. Alors, euh, puisque E, le vecteur E, c'est moins le module de E par K, et que le module de E, c'est moins 3 sigma sur 2 epsilon 0, ben, ça veut dire que E, le vecteur E, c'est 3 sigma sur 2 epsilon 0, K. D'accord? J'ai ce signe moins et celui-ci. Alors, est-ce que ça me donne bien un vecteur E qui est dans le sens négatif? Eh bien oui, puisque la quantité sigma est une quantité négative. Donc, j'ai bien E dans la région A qui est dans le sens opposé à celui de K. C'est bon? Alors, dans la région B, qu'est-ce que j'ai? Dans la région B, on a trouvé que le champ était vers le haut. Donc, c'est plus le module de E multiplié par K. Le module de E, on a trouvé que les deux vecteurs E1 et E2 étaient l'un vers le haut et l'autre vers le bas. Donc, la somme de ces vecteurs a pour module la différence des modules. Donc, j'ai fait moins sigma sur epsilon 0 moins sigma sur 2 epsilon 0, ce qui me donne moins sigma sur 2 epsilon 0. Alors, comme E est dans le sens du vecteur K, on a écrit que E, c'était plus le module de EK. Donc, j'écris que E, c'est donc le module de E, c'est-à-dire moins sigma sur 2 epsilon 0, multiplié par K. Est-ce que c'est bien un vecteur qui est dans le sens positif? Eh bien oui, puisque sigma est négative, donc cette mesure algébrique va être positive. Ça veut dire que E, il est bien vers le haut. C'est ce qu'on a trouvé quand on a appliqué le principe de superposition. Dans la région C, pareil, les deux sont dans le vecteur E est dans le sens positif. Alors, ce qui est particulier ici, c'est que les deux vecteurs E1 et E2 sont tous les deux dans le même sens. Donc, le module de E, ça sera la somme des modules. Et la somme des modules, eh bien, c'est moins 3 sigma sur 2 epsilon 0. Comme le vecteur E est dans le sens positif, eh bien, ça sera directement le module de E, c'est-à-dire moins 3 sigma sur 2 epsilon 0, multiplié par le vecteur K. Voilà donc l'expression de E dans la région C. Alors, est-ce que c'est bien un vecteur vers le haut? Bien oui, puisque sigma est négatif et que cette mesure algébrique est forcément positive, donc le vecteur est dans le sens positif. C'est bon? Voilà donc l'expression du champ dans les trois régions A, B et C. Alors maintenant, on vous demande de construire le graphe de la mesure algébrique de E en fonction de Z. Donc les régions, vous regardez votre énoncé, Z négatif, eh bien c'est la région A, d'accord? Z compris entre 0 et A, c'est la région B. Et Z supérieur à A, c'est la région C. D'accord? Donc, tout ça, c'est la région A. Ici, cette région, c'est la région B. Et toutes les valeurs de Z supérieures à A constituent la région C. Alors, on y va. On a trouvé
Je remonte un petit peu. Voilà. On a trouvé que dans la région C, E est égal à moins 3 sigma sur 2 epsilon 0, c'est-à-dire que la mesure algébrique ici est positive. Donc, je mets, et c'est quelque chose qui ne dépend pas de Z, c'est une constante. Donc, je vais avoir pour Z négatif, donc pour la région C, E égale, la mesure algébrique de E égale à moins 3,5 de sigma sur epsilon 0. D'accord? Alors, c'est bien une quantité positive, hein. Ensuite, dans la région B, donc dans la région où Z est compris entre 0 et A, eh bien, j'ai trouvé une mesure algébrique positive qui vaut sigma sur 2 epsilon 0. Donc, ça sera un tiers de cette valeur. Donc, voici le champ dans la région B. Et enfin, dans la région A, eh bien, on a trouvé que c'était 3 sigma sur 2 epsilon 0, c'est-à-dire une quantité négative. La mesure algébrique du champ électrique est négative et elle a pour module la même valeur que le module de E dans la région A, c'est-à-dire que si ici j'ai moins 3 sigma sur 2 epsilon 0, ici j'ai 3 sigma sur 2 epsilon 0. Donc voilà mon champ. Il est constant par morceau, par partie. Donc pour Z négatif, voici le champ. Pour Z compris entre 0 et A, il est toujours positif. Il a une mesure algébrique positive mais différente. Et ici, pour Z supérieur à A, c'est-à-dire dans la région A, eh bien, il a une mesure algébrique négative qui vaut 3 sigma sur 2 epsilon 0. Voilà. Est-ce que c'est bon? Alors, on passe maintenant au calcul du potentiel électrique. Alors, le potentiel électrique, eh bien, on, on vous a demandé d'en déduire le potentiel, c'est-à-dire qu'on va utiliser les résultats de la première question. On utilise le champ pour en déduire le potentiel. Alors, ça veut dire qu'il faut utiliser la relation qui existe entre le champ et le potentiel. Donc, dV égale à moins EDL. Le champ, alors ce DL, je sais que ça vous pose un problème, ce vecteur DL que vous confondez quelquefois avec le petit élément de longueur DL quand vous avez un objet qui est chargé de manière linéaire. Alors, je vais repréciser ce que c'est que ce vecteur DL. Bon, si ça veut bien fonctionner. Alors, qu'est-ce que c'est que ce vecteur DL? J'ai donc un champ électrique. Alors, par exemple, dans la région A, on a trouvé que le champ était comme ça. Alors, dans cette relation, qu'est-ce que c'est que dV? Eh bien, c'est la variation de potentiel correspondant au déplacement dl, c'est-à-dire, par exemple, que j'effectue un déplacement d'un point M à un point M'. Donc, j'écris que c'est mon déplacement dl qui commence au point M et qui finit au point M', d'accord? Et je cherche la différence, la variation du potentiel que je vais avoir quand je me déplace du point M au point M'. Alors, quand je me déplace du point M au point M', eh bien, je vais avoir, j'écris donc
la variation de ce potentiel, donc dV égale. Alors, ça ressemble à un Y, je vais le refaire. Alors, dV, c'est quoi? Eh bien, c'est le potentiel au point M' moins le potentiel au point M. D'accord? J'ai une variation de potentiel. Donc, j'écris que c'est le potentiel à, mon point d'arrivée, moins le potentiel à mon point de départ. Je suis partie du point M, mais je suis arrivée au point M'. Donc, dV, la variation du potentiel, c'est le potentiel au point M', moins le potentiel au point M. Eh bien, cette différence, cette variation du potentiel, eh bien, je peux écrire que c'est moins le produit scalaire E dl, c'est-à-dire en réalité le produit scalaire E m m'. D'accord? Ben, quand je regarde ici, sachant que mon champ est vertical, eh bien, je vais, si j'ai mon axe OZ qui est vertical, l'axe qui nous a permis d'écrire le vecteur E, voici mon axe OZ, d'accord? Eh bien, je vais avoir, quand j'écris ce produit scalaire, voici mon vecteur dl, hein, quand j'écris le produit scalaire E, M', eh bien, ça va revenir puisque E a la direction de l'axe Z, il n'y aura que la composante suivant l'axe Z du vecteur M', qui va compter. C'est-à-dire que mon vecteur M', je vais l'écrire ici, mon vecteur M', eh bien, ça sera dxi plus dyj plus dzk. D'accord? Mon vecteur E, on a trouvé que c'était uniquement la composante EZ qui existait. D'accord? J'écris que E, c'est la mesure algébrique de E multipliée par K et que le vecteur M', si je le prends tout à fait quelconque, eh bien, il a trois composantes. Mais quand je fais le produit scalaire de E par M', eh bien, je vais faire EX dx. EX n'existe pas puisque E est complètement porté par l'axe Z. Donc, je vais avoir EX dx qui sera nul, plus EY dy qui sera nul aussi parce que je n'ai pas de composante EY. Donc, ce qui me restera dans mon produit scalaire EDL, ce sera uniquement, alors je vais l'écrire ici, ce sera uniquement EZ dz, d'accord? Et comme E n'a que la composante Z, j'ai écrit que c'était moins E dz. Est-ce que tout le monde a bien compris ce que c'est que ce petit déplacement dl qui va nous permettre de savoir quelle est la variation du potentiel quand on se déplace dans le champ E, dans la région où on a un champ E, comment varie le potentiel entre un point M et un point M' très proche. Les deux points M et M', bon, je les ai dessinés un peu éloignés. En réalité, dl, c'est un très petit déplacement. Donc, les points M et M' sont très proches l'un de l'autre. Est-ce que tout ça est bien clair? C'est bon? Alors, je peux effacer. J'efface hein, pour passer à la suite. OK. Alors, je vais donc, pour trouver le potentiel, écrire que dV égale à moins E dz. Donc, dans la région A, voilà ce que j'avais trouvé pour le champ électrique. Donc, la mesure algébrique, c'est 3 sigma sur 2 epsilon 0. Donc, dV, c'est, j'ai un signe moins ici,
moins 3 sigma sur 2 epsilon 0 dz. Quand j'intègre en fonction de z, eh bien, je vais avoir, tout ça est une constante, donc moins cette constante, pardon, la constante multipliée par z, plus une constante d'intégration. Dans la région B, voilà ce que j'ai trouvé comme résultat. dv égale à moins e dz, donc je vais avoir un signe plus ici. Il y a ce moins et celui-là, donc ce sera un signe plus. Donc V, ça sera sigma sur 2 epsilon 0 z plus la constante d'intégration K2. Et enfin, dans la région C, eh bien, j'avais trouvé que le champ, il s'écrivait sous la forme moins 3 sigma sur 2 epsilon 0 K. Donc dV, qui est moins E dz, c'est plus 3 sigma sur 2 epsilon 0 dz, et V, qui est l'intégrale de dV, est égal à 3 sigma sur 2 epsilon 0 z plus la constante d'intégration K3. Alors, il faut qu'on détermine une constante d'intégration. Alors, on va prendre en compte la, la condition qu'on nous donne dans l'énoncé, c'est-à-dire qu'à z égale 0, le potentiel est nul. Donc, z égale 0, je regarde à quelle région z égale 0 appartient. Eh ben, z égale 0 appartient à la fois à la région C et à la région B, d'accord? C'est la frontière entre la région B et la région C. Donc, je vais dire que si, si V est égal à 0 à Z égale 0, bien ça veut dire que dans la région 3, je peux écrire que pour Z égale 0, V égale 0. D'accord? Donc j'écris, je vais écrire le détail ici. Je vais appliquer à Z égale 0 le fait que V égale 0. Donc j'écris que 0, d'accord? V égale 0 égale à 3 sigma sur 2 epsilon 0 multiplié par 0, c'est Z, plus la constante d'intégration K3. Ça nous saute aux yeux ici que K3 est égal à 0. Donc, ça veut dire que dans la région C, que j'avais trouvé que le potentiel, c'était cette expression-là, K3 est égal à 0. Donc, j'écris que V, c'est 3 sigma sur 2 epsilon 0 Z. Alors, est-ce que c'est un potentiel positif ou négatif? Eh bien, il faut regarder les signes de sigma et de Z. Je suis dans la région C. Dans la région C, Z est négatif. Et j'ai sigma qui est négatif. Eh bien, ça veut dire que dans la région C, je vais trouver un potentiel positif. C'est bon? Alors, ensuite, eh bien, j'écris la continuité du potentiel en Z égale 0. Alors, pourquoi? Parce que Z égale 0, c'est la frontière entre, je vous l'ai dit tout à l'heure, entre la région B et la région C. Z égale 0 appartient à la fois à la région B et à la région C. Donc, je vais écrire que le potentiel est le même, que je le calcule dans la région B ou que je le calcule dans la région C. Alors, j'ai trouvé que le potentiel était nul à Z égale 0. Donc, j'écris que pour Z égale 0, le potentiel est nul. Et bien, ça me donne K2 égale 0. Donc, voici l'expression du potentiel dans la région B. Et enfin, on va écrire la continuité du potentiel à la frontière entre la région A et la région B. Alors, la frontière, c'est Z égale 1. Z égale 1, c'est une, une position ou une position qui appartient à la fois à la région A et à la région B. Donc, j'écris que le potentiel quand Z est égal à 1
est le même que je le calcule dans la région A ou que je le calcule dans la région B. Alors, voilà ce que j'avais trouvé dans la région B et dans la région A, j'avais trouvé cette expression. D'accord? Donc, si je remplace Z par A dans la région A, eh bien, je dois retrouver la même chose que quand je remplace Z par A dans la région B. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. J'ai pris l'expression dans la région A, l'expression dans la région B, et j'ai mis Z égale A. Voilà. Donc, on fait passer ce terme ici, et on trouve que K1, c'est 2 sigma sur epsilon 0 A. Donc, voilà l'expression du potentiel dans la région A. Alors, est-ce que j'ai pas regardé ici le signe du potentiel? Ici, dans la région B, la Z est une quantité positive. Je vous rappelle que Z est compris entre 0 et petit a dans la région B. Donc, sigma étant négatif, ça veut dire que le potentiel dans la région B est négatif. Et ici, eh bien, le potentiel va être négatif pour certaines valeurs de Z et positif pour d'autres parce que vous remarquerez ici que le potentiel va repasser par 0 pour une valeur particulière. Hein. Si vous mettez V égale 0, ben vous avez, je fais passer ce terme ici, donc je vais avoir 3 sigma sur 2 epsilon 0 Z égale à 2 sigma A sur epsilon 0, eh bien, ça sera vrai pour Z égale à 2 sigma sur epsilon 0. Pardon, ça sera vrai à sigma égale à 4 tiers. Oula, ça sera vrai quand Z sera égal à 4 tiers, 4 tiers de A. Alors, on peut l'écrire, hein. On va le détailler. Donc, 3 sigma sur 2 epsilon 0 Z égale à 2 sigma sur epsilon 0 A, c'est-à-dire que Z, alors je peux simplifier le sigma, d'accord? Et je vais avoir Z qui sera égal, alors je peux simplifier aussi le epsilon 0, donc il me restera le Z qui sera égal à 2 tiers, c'est bon? 2, ce qui reste de ce côté, c'est-à-dire 2A. C'est bon? Donc, ça fait bien Z égale à 4 tiers de A. Ça, c'est la valeur de Z pour laquelle le potentiel, on va l'appeler Z0, pour laquelle le potentiel repasse par la valeur 0. Voilà. Donc, voici la courbe du potentiel en fonction de Z. D'accord? Donc, on voit bien que le potentiel est positif dans la région C, négatif dans la région B, euh, négatif sur une partie de la région A et positif sur le reste de la région A. Alors, ce qu'il faut regarder aussi, c'est la pente de nos droites qui est donnée par l'expression que vous avez ici devant Z. Hein. Donc, dans la région C, ben, on a trouvé que c'était la pente, c'est 3 sigma sur 2 epsilon 0. D'accord? Ici, elle est de sigma sur 2 epsilon 0, c'est-à-dire qu'elle est 3 fois plus petite qu'ici. Et dans cette région, dans la région A, vous avez
la même pente au signe près, c'est-à-dire que ici vous avez une pente négative et là une pente positive, mais le module de cette pente est le même dans la région C et dans la région A. Voilà donc la courbe du potentiel en fonction de Z. Est-ce que vous avez des questions? Bon, ben ok, on passe à l'exercice 15. Alors, en utilisant le théorème de Gauss, déterminer l'expression du champ créé par une sphère portant une charge Q uniformément répartie en surface. Deuxième question, deux sphères S1 et S2 concentriques creusent d'épaisseur négligeable et de rayons respectifs R1 et R2 sont uniformément chargées en surface avec des charges respectives Q1 et Q2. Établir l'expression du champ E de R dans les trois régions A, B et C. Alors les trois régions c'est A, la région A c'est à l'intérieur de la sphère de rayon R1, la région B c'est entre les deux sphères et la région C c'est à l'extérieur de la sphère de rayon R2. Alors ensuite, on considère que le potentiel électrique est nul à l'infini. Déterminer les expressions du potentiel dans les régions A, B et C et calculer le potentiel de la sphère S1 si on connaît les rayons et les deux charges Q1 et Q2. Voilà. Alors, on nous demande de calculer d'abord le champ créé par une sphère chargée en surface. Est-ce que vous avez fait ça en cours? Vous pouvez me dire si vous avez fait la sphère, l'application du théorème de Gauss à une sphère chargée en cours? Ou est-ce que vous n'avez fait que le fil infini? Personne ne sait? Bon, bon ben, on va traiter la question. On aurait pu passer directement à la deuxième question si ça avait été fait en cours, hein, donc c'est pas grave. Alors, les étapes sont toujours les mêmes. Première étape, on recherche la direction du champ électrique, c'est-à-dire qu'on cherche des éléments de symétrie qui nous permettent de deviner la direction du champ. Alors, voilà ce qui se passe pour une sphère. Si vous prenez un petit carré sur la sphère qui va se comporter comme une charge ponctuelle, eh bien, ce petit carré qui va porter une charge dQ va créer au point M un champ DE. Alors, comme il s'agit d'une sphère, eh bien, quelle que soit la petite surface DS que vous allez choisir sur la sphère, elle aura toujours la symétrie par rapport à la droite qui va du centre de la sphère au point M. Cette direction, c'est ce qu'on appelle la direction radiale parce que c'est la direction du rayon, d'un rayon de la sphère. N'importe quel rayon de la sphère. Si vous prenez un point M à côté, à proximité d'une sphère, eh bien, il y aura toujours un rayon de la sphère qui va être dans cette direction, dans la direction qui va du point O au point M. D'accord? Donc, mon rayon, le R est mal placé. En réalité, il est R c'est cette valeur. Hein. D'accord? Voilà. Donc, quel que soit le petit élément de surface DS que vous allez choisir,
par rapport à cet axe, donc par rapport à la droite qui va du centre de la sphère jusqu'au point M et qui peut continuer. Donc, en tout cas, la droite qui passe par les points O et M, eh bien, ça va être un axe de symétrie pour n'importe quel élément ds qui va avoir obligatoirement, comme il s'agit d'une sphère et que vous regardez ce qui se passe par rapport à un rayon, quel que soit le petit carré sur la sphère, il aura un symétrique par rapport à ce rayon. Et donc, je vais avoir cet élément de surface qui crée un champ DE, son symétrique qui crée un champ DE'. Quand vous faites la somme de ces deux champs, eh bien, vous voyez bien que les composantes verticales vont être opposées et que les composantes qui ont la direction du rayon vont être... alors ici, j'ai dessiné un rayon à l'horizontale, mais c'est valable quel que soit le rayon que vous allez choisir. J'aurais très bien pu prendre... j'aurais très bien pu prendre mon point M ici, d'accord? Et à ce moment-là, eh bien, j'aurais choisi des éléments de surface ds. Donc, je prends ce ds et son symétrique ici par rapport à cet axe. Ce ds va donner un champ qui sera comme ceci. Ce ds', alors j'écris bien, ds, ds'. Ce ds' va donner un champ qui va être comme ça, d'accord? Et quand vous faites la somme de ces deux champs, eh bien, alors j'écris D, ça c'est DE. Je fais ce dessin pour vous montrer que c'est valable quel que soit le point M que vous allez mettre autour de la sphère, hein. Ce champ-là, c'est DE', d'accord? Quand vous faites la somme de ces deux champs, vous voyez bien que leur somme, elle sera portée par cette droite, d'accord? Le DE plus DE', eh bien, ça sera porté par cette droite. C'est-à-dire que quel que soit le point M, vous pouvez le placer n'importe où autour de la sphère, eh bien, les, la droite qui va du centre de la sphère vers ce point sera un axe de symétrie pour pour tous les éléments de surface ds pris deux par deux. D'accord? Voilà, donc si j'avais pris mon point M ici, eh bien j'ai les champs qui auront une composante verticale et une composante horizontale. Ces deux composantes verticales s'annulent et les composantes horizontales s'additionnent. Par contre ici, eh bien j'aurai une composante pour DE et DE', une composante parallèle à cet axe, une composante perpendiculaire à cet axe, et les composantes perpendiculaires seraient opposées et les composantes parallèles à l'axe vont s'additionner. D'accord? Donc, quelle que soit la position de mon point M, eh bien, je vois bien que la direction du champ, c'est une direction radiale parce que c'est toujours la direction de la droite qui est portée par un rayon. Donc, on peut dire que la direction du champ est une direction radiale. Voilà. Donc, on recherche toujours des éléments de symétrie qui nous permettent de deviner la direction du champ. Alors, le choix de la surface de Gauss, eh bien, la surface de Gauss, ça doit être une surface fermée qui passe par le point M et qui respecte la géométrie de la charge, de la répartition de charge. Ici, la charge, elle est portée par une sphère. Donc, le plus logique pour, euh, pour pouvoir appliquer le théorème de Gauss, c'est de choisir une surface fermée, donc passant par le point M, et qui me donne un flux facile à calculer.
eh bien, le plus évident, c'est de prendre comme surface de Gauss une sphère de rayon petit r. Alors, ça sera, voilà, petit r. D'accord? C'est du point O au point M. Voilà. C'est bon? Ça, c'est petit r. Alors, le point M, évidemment, pourrait aussi se trouver à l'intérieur de la sphère. Donc, il faut que R puisse être soit inférieur à grand R, ici, voici grand R, le rayon de la sphère. Donc, petit r doit pouvoir être inférieur à grand R, mais doit pouvoir être aussi supérieur à grand R ou égal à grand R. Voilà. Donc, la surface de Gauss, ce sera une sphère de rayon petit r. Alors, on va calculer le flux. Alors, je vous ai dessiné ici la surface de Gauss. C'est la surface, c'est la sphère en pointillé. Je vous rappelle que la surface de Gauss, c'est une sphère, c'est une surface qui est imaginaire. Hein. Ce n'est pas une surface qui existe matériellement. Celle qui existe matériellement, c'est la sphère qui est chargée. D'accord? Mais la surface de Gauss, c'est une surface imaginaire qui me permet juste de pouvoir calculer un flux du champ électrique. Alors voilà, voilà donc la sphère chargée en trait plein, la surface de Gauss, ça c'est la surface de Gauss, d'accord? Et celle qui porte la charge, c'est celle qui est en trait plein. Hein. Elle porte de la charge sur toute sa surface. Alors, on calcule donc le flux. On écrit que phi, c'est la somme des flux élémentaires EDS. Alors, si on prend une charge positive, eh bien, le champ va être orienté vers l'extérieur, d'accord? Ce sera un champ répulsif. Alors, on a trouvé que que la direction, c'était la direction radiale, mais on n'a pas parlé du sens. Le sens, si on prend une charge positive, eh bien, le sens du champ va être vers l'extérieur. Maintenant, si on prend une charge négative, eh bien, le sens du champ sera vers la sphère, ce sera un champ attractif. Alors, j'écris ici, j'ai supposé que Q était positif. Hein. Donc, le vecteur E et le vecteur ds. Alors, je vous rappelle que les vecteurs ds sont toujours vers l'extérieur. Donc, si le champ est lui aussi vers l'extérieur, eh bien, ça veut dire que le produit scalaire EDS, ce sera uniquement le produit des modules des deux vecteurs E et ds. Alors, ici, j'ai écrit que le module de E est constant. Alors, pourquoi est-ce que le module de E, je le considère comme constant? C'est parce que tous les points qui sont sur la sphère, la surface de Gauss, se trouvent à égale distance de la charge. La charge, je vous rappelle qu'elle est répartie sur la sphère en trait plein. Et chacun des points de la sphère de la surface de Gauss se trouve à égale distance de la charge. Ça veut dire que le champ est forcément le même en module en tout point de la surface de Gauss. Donc, à partir du moment où je considère que le module de E est constant, je peux sortir ce terme-là de l'intégrale. Donc, j'ai phi égale au module de E par la somme des modules des vecteurs ds. Je vous rappelle que chaque vecteur ds représente le petit carré qu'on a délimité sur la sphère et que donc le module du vecteur ds, c'est égal, voici, voici le petit carré,
Voilà. Voici le petit carré de surface ds. Il est représenté par un vecteur ds. La valeur de la surface, c'est ds, d'accord? Et le module de ce vecteur, eh bien, c'est la valeur de cette surface, d'accord? Donc ici, quand j'écris que que je fais l'intégrale des modules des vecteurs ds, ça revient à écrire ici que c'est alors le module de E multiplié par la somme sur S. Je viens de voir que le module de ce vecteur, c'est la valeur de cette surface. Donc, j'écris que c'est la somme de toutes les petites surfaces ds, la somme des surfaces de tous les petits carrés que j'aurai délimités sur cette sphère. Eh bien, la somme de toutes ces petites surfaces, eh bien, c'est la surface totale. Donc, je vais écrire que c'est le module de E par la surface totale de cette sphère qui est la surface de Gauss. D'accord? Alors, on sait que la surface d'une sphère de rayon petit r, eh bien, c'est 4 pi r carré. Ça, c'est la surface, ça, c'est S, hein, c'est la surface de la sphère de rayon petit r. Donc, le flux va être égal à E multiplié par S. S étant égal à 4 pi r carré, le flux, c'est E multiplié par 4 pi r carré. Voilà. Alors, on passe à l'étape suivante. On cherche la charge intérieure à la surface de Gauss. Donc là, je vais devoir distinguer les deux régions. J'ai la région qui est à l'intérieur de la sphère chargée et la région qui est à l'extérieur de la sphère chargée. Donc, dans le cas où petit r est inférieur à grand R, eh bien, la surface de Gauss se trouve à l'intérieur de la sphère chargée. Et dans le cas où petit r est supérieur à grand R, la surface de Gauss elle se trouve à l'extérieur de la sphère chargée. Alors, quelle est la charge qui est enfermée à l'intérieur de la surface de Gauss? Vous voyez bien que à l'intérieur de cette sphère, la sphère en pointillé, il n'y a aucune charge qui est enfermée, puisque toute la charge se trouve à l'extérieur de cette surface. Par contre, ici, quelle est la charge qui est enfermée à l'intérieur de cette surface de Gauss, la sphère de rayon petit r supérieur à grand R? Eh bien, vous avez la totalité de la sphère chargée qui se trouve enfermée à l'intérieur de cette surface de Gauss. Donc, pour petit r inférieur à grand R, la charge intérieure, c'est 0. Et pour petit r supérieur à grand R, la charge intérieure, c'est la totalité de la charge. Voilà. Alors, application, dernière étape, application du théorème de Gauss, c'est-à-dire qu'on écrit que phi, le flux, est égal à la charge intérieure sur epsilon 0. Je remplace le flux par l'expression que j'ai obtenue, c'est-à-dire E multiplié par 4 pi r carré. Et je remplace la charge intérieure par sa valeur. J'ai trouvé que pour petit r inférieur à grand R, la charge est nulle. Donc j'ai E 4 pi r carré égale 0. Eh bien, ça veut dire que le champ est nul à l'intérieur de la sphère chargée. Alors, à l'extérieur, qu'est-ce que j'ai? À l'extérieur, je réécris mon théorème de Gauss. Le flux, il s'écrit de la même façon. E multiplié par 4 pi r carré. La charge intérieure, c'est la totalité de la charge portée par la sphère chargée, la sphère de rayon grand R. Et j'ai donc, si je fais passer
facteur-là à droite, il passe au dénominateur, et j'ai E égale à Q sur 4 pi epsilon 0 R carré. Alors, je vous rappelle que 1 sur 4 pi epsilon 0, c'est la constante K qu'on a vue dans la loi de Coulomb, c'est-à-dire que ça revient à dire que le champ à l'extérieur de la sphère chargée, le champ, c'est K, Q sur R carré. Alors, ça ressemble à quoi? Eh bien, ça ressemble à l'expression du champ que donnerait une charge ponctuelle qui se trouverait au point O. D'accord? Donc, pour une distribution sphérique de charge, eh bien, dès que vous êtes à l'extérieur de la sphère, tout se passe comme si toute la charge était concentrée au centre de la sphère. Tout se passe comme si on avait une charge ponctuelle au centre de la sphère. Alors, je vous ai dessiné l'évolution du champ en fonction des valeurs de petit r. Donc, à l'intérieur, on a vu qu'à l'intérieur de la sphère chargée, le champ est nul. Donc, le voici. Entre 0 et r, il est nul. Et pour petit r supérieur à grand R, eh bien, on a Q sur 4 pi epsilon 0 R carré. Donc, ça évolue en 1 sur R carré. Alors, il se trouve que il y a une valeur particulière de petit r qui est grand R, qui est le moment où vous traversez la sphère chargée. Eh bien, vous avez à cette valeur de petit r, donc sur la sphère chargée, vous avez le champ qui a deux valeurs. Vous avez une discontinuité du champ. C'est-à-dire que vu de l'intérieur, à la valeur petit r égale grand R, vu de l'intérieur de la sphère chargée, le champ est nul. Et vu de l'extérieur de la sphère chargée, eh bien le champ, il a pour valeur Q sur 4 pi epsilon 0, grand R carré. Voilà. Et après, il diminue au fur et à mesure que R augmente. Alors, deuxième question. Alors, deuxième question, on va appliquer les résultats qu'on vient de voir pour une sphère toute seule. On va l'appliquer à deux sphères. Alors, on a donc les régions A, B et C. La région A, c'est à l'intérieur de la sphère S1. La région B, c'est entre les deux sphères. Et la région C, c'est à l'extérieur de la sphère S2. Alors, on va aller plus vite ici, puisqu'on a déjà vu toutes les étapes. Donc, la direction du champ, bah, si vous avez des sphères, si vous avez une symétrie sphérique, eh bien, la direction du champ, c'est la direction du rayon. Donc, c'est une direction radiale. La surface de Gauss qu'on va choisir pour calculer le champ dans chacune des régions, eh bien, ça sera une sphère de rayon petit r. Et petit r variant depuis la valeur 0 jusqu'à l'infini pour pouvoir décrire les trois régions A, B et C. Le flux du champ électrique, eh bien, c'est E multiplié par 4 pi r carré. Alors là où on va avoir des résultats différents, c'est le calcul de la charge intérieure à la surface de Gauss. Alors on y va. Les deux sphères chargées, c'est la sphère S1 et la sphère S2. Ma surface de Gauss, c'est ce que je dessine, toujours en pointillé. D'accord? Alors, si mon point M se trouve dans la région A, ça veut dire que petit r est inférieur à R1, donc ma surface de Gauss, c'est celle-ci. Quelle est la charge qui est enfermée à l'intérieur de cette surface? Et bien, si vous cherchez les charges qui sont enfermées là-dedans, il n'y en a pas, puisque toutes les charges se trouvent à l'extérieur. Puisque la sphère S1
se trouve à l'extérieur de cette surface de Gauss, et idem pour la sphère S2. Donc ici, la charge intérieure est nulle. Pour petit r compris entre R1 et R2, c'est-à-dire quand vous êtes dans la région B, eh bien la surface de Gauss, elle va être telle que son rayon est compris entre R1 et R2, donc c'est la sphère en pointillé ici. Quelle est la charge qui est enfermée dans cette surface de Gauss? Eh bien, il y a toute la sphère S1 qui est enfermée dedans. Donc la charge, c'est Q1. Et enfin, dans la région C, eh bien, la surface de Gauss doit être de rayon supérieur à R2. Donc, je suis sur la sphère en pointillé ici. Quelles sont les charges qui sont enfermées à l'intérieur de la surface de Gauss? Eh bien, c'est les deux sphères, les charges portées par les deux sphères, puisque les deux sphères sont complètement à l'intérieur de cette surface de Gauss. Donc, je répète, région A, la charge intérieure est nulle. Région B, la charge intérieure, c'est Q1. Et région C, la charge intérieure, c'est Q1 plus Q2. Alors, dernière étape, application du théorème de Gauss. Donc, j'écris que le flux est égal à la charge intérieure sur epsilon 0. Le flux, j'ai trouvé que c'était E 4 pi r carré. Dans la région A, la charge intérieure, c'est 0. Dans la région B, la charge intérieure, c'est Q1. Et dans la région C, la charge intérieure, c'est Q1 plus Q2. Voilà. Donc, après, il ne reste plus qu'à faire passer le terme 4 pi r carré à droite. Il passe au dénominateur et j'ai E égale 0. E égale Q1 sur 4 pi epsilon 0 r carré. Et E égale Q1 plus Q2 sur 4 pi epsilon 0 r carré. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que il est l'heure et qu'il nous faut un petit peu plus d'une minute pour finir la question 3. Est-ce que vous avez des questions? Bon, si vous n'en avez pas, j'arrête l'enregistrement.